Ok, donc c'est aujourd'hui un cours qui est, euh, qui est dédié, qui est en tout cas fait, non pas pour les gens, alors je dirais pas chevronnés parce que bon, a priori personne n'est chevronné, mais ce n'est pas fait pour les étudiants qui ont quand même pas mal d'avance sur ce qu'on a fait depuis le début de l'année, depuis janvier, mais il est fait surtout pour les étudiants qui je pense, qui n'ont pas acquis les automatismes. Alors, soit du fait qu'ils ne sont pas encore arrivés à bien travailler la matière, à bien s'y mettre, ou deuxième possibilité, euh, c'est des étudiants qui viennent de commencer, donc ce qui est normal. Ok, donc aujourd'hui, on va faire surtout faire de la méthodologie. Je vais le voir à travers les cours, à travers tous les chapitres que l'on a fait. Je vais rester surtout sur le chapitre 1 et 2 pour faire en sorte que vous ayez les bases suffisantes et surtout certains automatismes. Ok, donc je vais commencer aujourd'hui. Alors déjà et ça c'est très important pour moi, pour que vous le compreniez, euh, je vais vous montrer, je vais vous montrer l'importance en BioC. Je vais prendre juste le premier chapitre juste pour que vous compreniez bien. Donc tout le monde a mon écran de partage. Alors, il me semble que j'enregistre. Ouais. Euh, c'est. Est-ce que vous voyez que ça s'enregistre là? Ouais, il y a marqué Red. Ouais, il y a marqué enregistrement? Ok, très bien. Ouais. Donc, dans les premiers. Alors, il faut que vous compreniez que la BioC, c'est un roman. Ok? Dans un roman, ben, il y a plein de personnages au début. Des personnages que vous connaissez pas. Des personnages dans lesquels vous arrivez du mal à saisir l'importance. Et au fur et à mesure du livre, ben, vous comprenez l'intérêt de ces personnages, le rôle de ces personnages et toutes les intrigues. Et ça va. Et ça, c'est dans un roman, c'est la chose qui fait palpiter un peu les étudiants, enfin les gens qui les regardent, qui les lisent. Mais en biocé, ce qui va vous faire palpiter, si c'est un petit mot, ben, c'est tous ces nouveaux mots, toutes ces nouvelles notions qui sont au début complètement extraterrestres, mais au bout d'un moment, qui sont des notions sur lesquelles vous allez être très familier avec. Et donc ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut être patient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, bah, la biocé, ça fait 2 cours ou 3 cours que j'y suis, vraiment, je ne comprends pas. J'arrive pas à faire les liens. Alors, je vous dis encore une fois, même pour les gens peut-être qui ça fait le 10e cours qu'ils entendent, et encore, je pense que quand on a fait 10 cours, on doit commencer à savoir avoir quelques notions. Euh, il est vraiment très important de bien se comprendre qu'il faut être patient. C'est-à-dire que c'est des nouvelles notions pour vous. Et plus vous allez le voir, mieux c'est. Donc moi, ce que je préconise en biocé, et surtout au début, mais c'est quelque chose que vous allez acquérir au fur et à mesure des années, des mois, c'est vraiment de le faire tous les jours. Alors vraiment, c'est une exigence vraiment de ma part que je demande aux étudiants même qui sont donc en première année, c'est le comprendre que la régularité en biocé, c'est la chose la plus importante. Euh, Vous faites 1 heure de biocé tous les 3 jours, ça suffira pas. Ok, vous faites, et même si dans mon programme il n'y a pas marqué une fois biocé, ben, il faut quand même que vous fassiez le minimum pour garder la chose. Et ça, c'est important. Maintenant, savoir, ça, c'est au niveau de la quantité de travail. Maintenant, au niveau de la qualité de travail, comment bosser la matière, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Euh, il faut que vous compreniez que dans l'examen, il y a 2 parties. Il y a une partie schéma, donc des questions de cours, et une partie exercice dirigé. Alors, je l'espère très fortement. J'espère qu'on arrivera à ces séances d'exercice dirigé. Mais c'est vrai que l'objectif de la BioC, c'est surtout là, pour ce qui va nous concerner jusqu'au mois de juin, surtout les schémas. Donc, euh,
ça, voilà, c'est la première chose que je dis d'habitude en BioC. Donc, c'est pour ça que je le répète aujourd'hui pour les gens qui ne me connaissaient pas avant. Mais comme je vous le dis, les schémas, c'est la chose que vous devez apprendre parfaitement. Quand je dis les schémas, c'est de les comprendre. Alors, vous voyez, quand il y a un schéma comme ça, par exemple, l'organisation d'une cellule, bien évidemment, il n'y a pas quelque chose à comprendre. Là, c'est que ça tombera pas d'ailleurs, c'est pas un schéma qui tombe, parce que sur ce genre de schéma, vous avez une description d'organites. Donc, il n'y a pas quelque chose de tellement nouveau que vous ne connaissiez pas, sur lesquels vous êtes bon. Donc, ça, c'est la légende des schémas de manière générale. Il faut les savoir parfaitement. C'est-à-dire que, en gros, et j'ai des schémas blancs, je vous fais une parenthèse. J'ai des schémas blancs. Alors, je ne sais pas si en mail ça passe. Mais je ne sais même pas si sur le site ça passe parce que c'est assez gros. Mais le top, au bout d'un moment, c'est d'avoir des schémas blancs, c'est d'enlever toutes les légendes et de s'amuser tous les jours à le faire. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je préconise en biologie cellulaire, en tout cas dans le cadre de la terminale et même en première année, c'est vraiment de faire de se mettre des objectifs de schéma par jour. C'est-à-dire, ça c'est amusant, par exemple, de se dire, ce jour, aujourd'hui, je vais me faire 10 schémas dans la journée. Alors, ou 5 schémas, peu importe votre niveau d'exigence et de connaissance. Et vous dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire 10 schémas, on va dire. Et ben, en fait, d'abord, et ça c'est la technique en biologie cellulaire, c'est que d'abord, vous devez regarder les schémas. Je ne vous conseille en aucun cas, quand vous voyez un schéma, je sais pas, un schéma comme ça, de se précipiter directement sur le texte. Vraiment, c'est quelque chose que je ne conseille en aucun cas. Parce que, comme toute chose, je pense qu'il faut d'abord regarder le schéma. Il faut vraiment s'en imprégner. Il faut galérer même sur le schéma, passer du temps sur le schéma, même 2 à 3 minutes, d'essayer de comprendre par vous-même le mécanisme. Parce que ça, c'est par exemple, c'est un schéma qui demande un mécanisme. Et dans un deuxième temps, là, vous pouvez regarder le texte, ce qui va vous donner une force de frappe beaucoup plus importante que si vous regardez directement le cours et le schéma, il va passer un peu à la trappe. D'accord? Donc ça, c'était vraiment mon petit conseil méthodologie, déjà dans la quantité de travail. Donc tous les jours, je pense que 1 heure par jour, ça suffit, même 3/4 d'heure par jour, ça suffit, mais tous les jours, régulièrement. Deuxième chose, c'est le bosser avec vraiment le schéma comme référence de travail et d'apprentissage, où la légende doit être sue parfaitement. Et troisièmement, au niveau maintenant de la méthodologie, d'abord regarder le schéma, puis après regarder le texte. Passer 1, 2, 3, 4 minutes sur le schéma, bien comprendre, et après un deuxième temps. Et ça, ne faites pas les fainéants, c'est très important. Prenez le temps de bien voir ça. Donc ça, c'est quand même important. Bon, il y a 17 personnes aujourd'hui, je pensais un peu moins, mais bon, disons qu'il n'y a aucun souci. Euh, c'est pas c'est pas aujourd'hui un cours d'introduction. Je pense que les gens qui sont ici ont tous entendu mon cours d'introduction. Donc, je vais avancer un peu, mais donc, cette introduction était, je pense, importante, mais je vais avancer assez rapidement. Donc, ça, par exemple, c'est le genre de schéma qui ne tombe pas. Pas parce qu'il n'est pas intéressant, hein, pas parce qu'il ne faut pas le connaître, il faut le connaître, mais au bout d'un moment, on ne va pas vous dire ça c'est la mitochondrie, ça c'est il faudra, enfin, au bout d'un moment, vous allez comprendre que la mitochondrie, elle est faite de cette manière. Ça, c'est le centriole, donc c'est le centrosome, c'est 2 centrioles disposés perpendiculairement à l'autre. Eh ben, vous allez comprendre, c'est le centre de la cellule. Ça, c'est le lysosome. Ça, c'est le Golgi. Ça, c'est le RE. Donc, tout ça, c'est des légendes qu'il faut apprendre, bien évidemment, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important sur ce schéma, c'est de bien comprendre les éléments les uns par rapport aux autres et qu'est-ce que c'est. Et c'est intéressant pour vous, et ça c'est dans un deuxième temps quand vous serez un peu plus fort, c'est toujours intéressant de pouvoir en fait, quand vous voyez un schéma, de toujours vous rappeler à qu'est-ce qui vous évoque. Quand vous voyez par exemple un RE, comme ici, un RE avec des petites boucles qui sont les ribosomes, c'est toujours intéressant de savoir mais c'est où que j'ai vu ce schéma, c'est où que j'ai vu ce RE, et qu'est-ce qui me fait penser, à quoi je pense. Moi, en tout cas, quand je fais mes cours, quand je vous donne cours, je fais un peu du, comment dire, euh, j'improvise beaucoup parce que en fait, quand je vois un élément, ça doit me faire penser à beaucoup de choses. Et donc,
Ici, ce qui est intéressant ici, pour parler concrètement, c'est la différence entre REG et REL. REG, ça a des ribosomes, donc ça fabrique des protéines. Donc ça, je veux bien que vous compreniez que cette cellule que vous voyez, pour que vous voyez les choses en perspective, va s'acoquiner avec 10 millions de cellules pour former un petit bout de tissu. Okay, et ce petit bout de tissu va s'acoquiner avec des millions d'autres tissus pour former un organe. Okay, et les organes, quand je dis un organe, ce n'est pas forcément le cœur, c'est des parties, la peau, d'autres choses, le cuir chevelu, etc. Tout ça, ça va former ce qu'on appelle des organes, et les organes, ce qui va former votre corps. Donc en fait, chaque fois, il faut que vous représentiez ça. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de protéines, la protéine exprime, et ça c'est la chose la plus importante que vous devez retenir peut-être aujourd'hui, mais en tout cas sur la manière générale, la protéine, c'est ce qui va être le représentatif, le représentant, on va dire, du code génétique. Okay, donc dans la cellule, il y a le noyau, okay, vous l'avez tous vu. Dans le noyau, il y a un code. Okay, vous allez les cheveux blonds, les yeux marrons, les yeux bleus, ce que vous voulez, petit, moyen, gros. Enfin, en gros, il faut maigrir. Mais surtout dans cette période. Mais si vous voulez, dans l'ADN, il y a vos caractéristiques extérieures, on va dire, pour simplifier. Et en fait, les protéines, elles vont exprimer ces caractéristiques. Donc ça, quand vous savez ça, quand vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Okay, le reste, après, pour moi, c'est des commentaires. C'est-à-dire ici, vous voyez, vous constatez que donc, la différence entre REG et REL. Donc REG, c'est elle qui va fournir les protéines. C'est le centre vraiment de production de protéines. Et REL, c'est elle qui va produire les lipides. Pareil. Pour ceux qui ont vu le chapitre 5 avec moi la dernière fois, et pas beaucoup ici sont censés le maîtriser, puisque sinon vous ne serez pas là, mais le REL, c'est ce qu'on a vu pour les hormones stéroïdes. Okay, on a vu dans le chapitre 5 que les hormones stéroïdes étaient fabriquées par le REL. Okay, dans le chapitre 5 de la mitochondrie, vous regarderez, a priori c'est la figure 9 du chapitre 5, si mes souvenirs sont bons, vous irez le regarder. Mais chaque fois que vous voyez un élément, je vous dis, il faut encore une fois se rappeler à quoi il vous évoque. Donc ici, dans ce schéma, vous voyez très bien que le REG qui est ici est différent du REL parce que le REG, il a des ribosomes. Alors, le ribosome, j'ai toujours donné une définition que c'est un complexe ribonucléoprotéique. Alors, ça veut dire quoi un complexe ribonucléoprotéique? C'est très simple. C'est que c'est un complexe qui possède des sucres. Ribose, c'est un sucre. Nucléaire, c'est qu'il possède des particules nucléaires, des ARN nucléaires, et protéique, parce que le ribosome, il a aussi une partie protéique. Okay, il a des protéines qui constituent le ribosome. Prochainement, quand on se verra, je vous ferai pas mal de schémas, mais c'est vraiment très important que vous compreniez les termes aussi, de savoir les découper. Okay, quand il y a marqué complexe ribonucléoprotéique, vous devez arriver à couper le mot et pas le voir tout en entier, sinon on ne comprend rien. Pareil, quand on parle de cytosquelette, qui est ici, donc les filaments de cytosquelette, j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes censé un peu maîtriser ça, puisque c'est l'objet pas du cours de demain, mais du cours de la prochaine fois. Mais le cytosquelette, c'est ce qui va donner le squelette de la cellule. Donc le cytosquelette, c'est ce qui donne la forme à la cellule. Okay, donc il aura d'autres rôles, mais c'est les rôles principaux du cytosquelette. Et donc ça, c'est votre capacité à découper les mots, c'est très important. Quand on parle, on va le voir aujourd'hui parce que je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde, mais quand on parle de système endomembranaire, okay, dans endomembranaire, il y a endo, donc à l'intérieur, mais membranaire aussi, c'est qu'ils ont la même membrane. Okay, endomembranaire, le point commun de tous les éléments du système endomembranaire, c'est qu'ils ont la même membrane. Donc, vous voyez, quand on découpe les mots, on arrive à comprendre un peu mieux. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, si on regarde ce schéma-là, ce schéma, par contre, il tombe, c'est un schéma très important. Parce que dans ce schéma-là, on vous dit exactement sur quelle base on va partir sur toute la biocée. Et en fait, ce phénomène de transcription qui est ici et traduction, vous les connaissez très bien ces phénomènes, puisque vous les avez déjà vus
en amont. Et donc, transcription, on parle d'un ADN, okay, qui se transforme en ARN. Alors ça aussi, hein, l'ADN, il faut que vous voyez, il est en double brin circulaire. Il y en a 46 chez l'homme, des 46 chromosomes chez l'homme. Et donc, à partir de l'ADN, on a une transcription qui donne 3 éléments ici, okay, qui sont l'ARN messager, qui est lui le porteur du code. Donc ça, c'est capital de comprendre bien qu'il est porteur du code. C'est lui qui va transmettre les informations. Et l'ARN, il est en simple brin. Okay, l'ADN, c'est en double brin, l'ARN, c'est en simple brin. Et la transcription va donner également 2 autres ARN qui vont jouer un rôle dans la traduction. Okay, ils ne sont pas en trop. Donc, il y a l'ARN de transfert qui va lui transférer les acides aminés. Alors ça aussi, il faut comprendre ce schéma. Il ne faut pas apprendre bêtement comme des ânes. Okay, c'est-à-dire que par exemple ici, pourquoi il transporte les acides aminés? C'est facile parce que, une protéine, c'est un ensemble, la définition d'une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés. Donc, si on veut faire un ensemble d'acides aminés, on va mettre un acide aminé, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Qui va apporter ces acides aminés? C'est l'ARN de transfert. Okay, qui va les mettre en ordre, en tout cas dans le bon ordre du noyau? C'est l'ARN messager. Okay, vous comprenez bien que l'ARN messager, il vient de donner un code. Donc, c'est l'acide aminé qui va faire en sorte de mettre dans le bon ordre les acides aminés apportés par l'ARN de transfert. Et enfin, l'ARN du ribosome, ribosomal, c'est lui qui va constituer le ribosome. Tout à l'heure, je vous dis que c'est un complexe ribonucléoprotéique, complexe ribo, donc sucré, nucléo, c'est qu'il a des particules nucléaires. Et c'est qui ces particules nucléaires qui vont constituer le ribosome? Okay, c'est l'ARN R. Okay, pareil, alors juste, je fais une petite aparté, que vous visualisez à peu près à quoi ressemble un ribosome. Alors ça, c'est ce que je montrais aux étudiants, et ça, ce truc-là, il est vraiment, vraiment très important. Un ribosome, c'est ça. Vous voyez qu'il y a l'ARN messager qui est ici. Okay, donc l'ARN messager qui est là en tant que, en tant que support simple brin de la transcription. Il y a le ribosome. Okay, il y a le ribosome qui est ici, qui va permettre la fabrication ici de la protéine. Okay, donc la protéine, c'est elle qui va permettre d'exprimer encore une fois ce qu'il y a dans l'ARN qui lui est remonté au niveau donc de l'ADN. D'accord? Donc voilà, juste vous voyez la tête de ce que c'est un ribosome. Juste, vous pouvez noter dès maintenant. C'est que alors, encore une fois, là aussi, dans la méthodologie, vous devez noter les choses que vous ne savez pas. Okay, par exemple, le ribosome, si vous n'avez pas noté que c'est un complexe ribonucléoprotéique, vous êtes à la masse. Okay, ça c'est aussi très, très important. Alors, regardez bien ce schéma. Okay, je veux que vous compreniez bien ce schéma. On va le voir tout à l'heure. Je veux que vous essayiez de le comprendre au maximum. Je vous donne exactement 2 minutes. OK? Alors, pareil, donc là on va y revenir sur ce schéma, mais c'est le schéma qui est vraiment hyper important pour le début. OK? Alors, ça, c'est un schéma du chapitre 8, même du chapitre 4. OK? Mais si vous ne savez pas ça dès les premiers instants, vous êtes perdu. Donc là, ici, dans ce schéma-là, vous voyez que alors, encore une fois, ce schéma, il est à mettre en perspective avec celui-là. OK? Il est à mettre en perspective parce que ça, c'est un schéma général. Ça, c'est un schéma aussi général, mais un peu plus en détail. OK? Donc, quand vous voyez ce schéma-là, alors on va prendre ce schéma-là en premier, après on va voir l'autre. Comme je vous l'ai dit, on passe d'une transcription,
Puis après, ces ARN vont sortir du noyau. Donc là, je n'ai pas besoin de vous dire, ça c'est dans les définitions que je vous ai dit d'apprendre. Hein. C'est que ici, il y a l'enveloppe nucléaire qui est une barrière discontinue parce qu'il est séparé par les pores nucléaires. Et donc, l'ARN messager ici va avoir comme rôle de sortir par les pores nucléaires ici, va permettre en tout cas de se faire lire par le ribosome et il va donner ses protéines. Alors là, juste on vous montre, il y a plusieurs types de protéines. Il y a des protéines qui vont rester dans le cytosol, il y en a d'autres qui vont aller dans la membrane plasmique, il y en a qui vont aller dans la matrice extracellulaire, il y en a même qui vont retourner au noyau, on va voir ce que c'est. Ok, mais ça, voilà, ça c'est le schéma général. Maintenant, c'est pas si simple et c'est dans ce schéma où on montre que c'est pas si simple. Et là, c'est très important. Ce que je vais vous dire, c'est que, en fait, pourquoi elle va dans un endroit ou pourquoi elle va dans un autre, c'est au gré de ce qu'on appelle des signaux d'adressage. Okay. Alors, j'imagine que vous, aujourd'hui, quand vous devez aller d'un point A à un point B que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous avez? Vous mettez sur votre téléphone le GPS et dans le GPS, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la destination. En fait, votre téléphone, il devient, ou votre GPS dans la voiture, il devient votre signal d'adressage. Il permet de vous adresser quelque part. Okay. Et donc ici, là, c'est la même chose pour le peptide signal, pour ici, excusez-moi, pour le signal d'adressage, soit il n'y en a pas, et là, il reste neutre, on dirait, dans le cytosol, regarde, il reste dans le cytosol, soit il y a un signal d'adressage, il va aller particulièrement dans un endroit. Okay, on va y revenir sur ce schéma, hein. Mais en gros, ici, vous imaginez que ici, c'est quoi l'étape ici? On est au niveau de la traduction, on est ici, ok? Et à ce niveau-là, tout va se jouer pour savoir où elle va aller. Là, 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 elle va revenir là. Et donc ça va être en fonction ce qu'on appelle un signal d'adressage. Ok? Donc là, c'est vraiment aussi très important de bien comprendre les deux. En tout cas, ici, pour le moment, il n'y a que deux possibilités. Soit j'ai un signal d'adressage, soit j'en ai pas. Ok? Et si j'en ai pas, ok, soit j'en ai pas jusqu'au bout, soit il y a deux signaux d'adressage qui vont se mettre, ok, qui vont aller faire en sorte que j'aille dans ces différentes choses ici, qu'on va revoir tout à l'heure. Soit si j'en ai un depuis le début, ok. Alors ici, vous pouvez noter, hein, ça s'appelle le peptide signal, ok. Donc le signal, alors mettez que le peptide signal, c'est le signal d'adressage ORE. Ok. Donc le signal d'adressage ORE s'appelle le peptide signal. Ok. Donc ça, c'est un mot que vous allez retrouver des tonnes de fois. Et donc, il va ici faire partie d'un clan on va exprimer tout à l'heure, mais il va aller vers le RE. Ok. Et donc ça, c'est très important de bien le saisir parce que c'est la voie principale, en tout cas une des deux voies des protéines dans leur direction. Okay, soit elles vont appartenir à un clan, soit elles vont appartenir à un autre clan. Okay, donc ça, c'est très important. Maintenant, vous allez, pour bien comprendre tout ça, pour bien comprendre ça et pour mettre en perspective, vous allez prendre vous avez une feuille, un stylo, ok, et vous allez faire deux colonnes. Ok, dans les deux colonnes, vous allez mettre un titre à la colonne, donc colonne A, vous allez mettre système endomembranaire et colonne B, non système endomembranaire. Alors, que ça soit clair pour tout le monde. Ça, je pense que c'est la base, mais je suis obligé de le répéter parce que c'est très important. Vous connaissez tous les règles du foot. Les règles du foot sont simples. Il y a un ballon au milieu, il y a deux équipes. L'objectif, c'est pas de passer la balle à l'autre équipe et de marquer le but. Okay, donc, oubliez de marquer le but. En fait, le ballon, c'est la protéine, okay, en biocé. Et l'équipe, c'est ce que je vous ai dit. Il y a deux équipes, système endomembranaire ou non système endomembranaire. Et en fait, dans ces équipes-là, il y a des parties, il y a des concurrents. Okay, donc, dans les deux équipes, on va mettre des noms, okay, des organites que vous connaissez. Donc, on va revenir ici au niveau des organites. Mais vous commencez à noter déjà dans le système endomembranaire quelles équipes il y a. Donc, dans le système endomembranaire, on va retrouver l'équipe suivante. Donc, c'est moi qui fais les équipes. Hein. Donc, on va retrouver l'enveloppe nucléaire, premièrement. Vous pouvez noter. Deuxièmement, on va retrouver le réticulum endoplasmique.
Là aussi, hein, j'imagine il y a des gros malins qui écrivent bien enveloppe nucléaire, réticulum endoplasmique granulaire. Bon, maintenant, vous essayez de travailler avec des abréviations EN ou REG. OK, ça, c'est la deuxième équipe. Troisième participant à l'équipe système endormant-membranaire, lysosome. OK, je le vois ici, lysosome. Troisième, quatrième, appareil de Golgi. OK, appareil de Golgi fait partie de l'équipe ici. Autre participant de l'équipe, c'est tout ce qui est vésicule. Alors, je ne crois pas qu'on les voit ici, mais vous pouvez noter, on va le voir ce que c'est. Les vésicules de la cellule, c'est ce qui va transporter les protéines d'un point A à un point B. Okay, les protéines ne se déplacent pas dans l'air comme ça toutes seules. Elles ont besoin de vésicules qui sont leurs taxis pour aller d'un endroit à un autre. Enfin, dans l'équipe, vous mettez deux autres choses qui ne sont pas des organites, faites attention, mais qui font partie du même clan, qui sont la membrane plasmique, donc tout ce qui est autour, donc chapitre 2, et la matrice extracellulaire. OK, la matrice extracellulaire. Donc ça, c'était notre première équipe système endomembranaire. Deuxième équipe, qui n'est pas donc système endomembranaire, qui est le reste. Alors le reste, c'est quoi? Enfin le reste, oui. Le reste, c'est quoi? C'est le cytoplasme. Alors là aussi, hein, faites attention, il y a une différence entre non, ne faites pas attention parce que ce n'est pas des pièges qui tombent, mais juste dans les mots. Cytoplasme, c'est le gel, le gris clair que vous voyez plus les organites, alors que cytosol, c'est juste le gel gris. Okay, donc quand on parle de cytoplasme, c'est vraiment tous les organites à l'intérieur. Donc voilà, mais en biologie, on ne fait pas trop la différence. Quand on dit cytoplasme ou cytosol, c'est vraiment la même chose. Donc dans le clan non système endormanaire, vous mettez d'abord cytosol, premièrement, mettez mitochondrie, deuxièmement. Troisième, vous mettez le peroxysome. Okay, le rôle du peroxysome, c'était de détoxifier la cellule. Ça fait partie des définitions que je vous ai demandé d'apprendre. Il y a ensuite le noyau. Alors faites attention, ne confondez pas l'enveloppe nucléaire, qui est un véritable compartiment donné, et le noyau, qui est l'intérieur l'intérieur ici, de l'enveloppe nucléaire, okay, qui fait la barrière avec l'enveloppe nucléaire. Donc ici, le noyau, le peroxysome, tac, 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 et alors pour le moment, on ne met rien. C'est ces trois-là, okay, en question. Ces quatre-là. Donc ça, c'est très important de faire la différence entre les deux. Et c'est quoi l'intérêt de faire ces équipes-là? L'intérêt de faire ces équipes-là, c'est en fait, de faire deux équipes qui ont, en fait, chacune, vous imaginez bien, qu'elles ont chacune leur propre protéine. Okay, il y a les protéines de la mitochondrie, les protéines du RE, protéines du cytosol, protéines du nucléoplasme, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que lorsqu'on est une protéine du RE ou une protéine du Golgi ou toute protéine du système endomembranaire, on ne pourra jamais être une protéine passée dans l'autre groupe. C'est impossible. Okay, comme je l'ai dit, le ballon, il se passe entre les équipes, entre les joueurs, mais pas entre les équipes. Okay, donc en gros, pour vous résumer ça maintenant que vous comprenez bien, dans ce schéma, si j'ai débuté ma vie sans signer l'adressage, je reste dans le cytosol et je ne pourrai jamais, au grand jamais, aller dans ce groupe-là. Okay, donc je ne pourrai jamais aller dans le système endomembranaire, dans le Golgi, dans le RE, dans le lysosome, dans la membrane plasmique. Okay, donc je ne pourrai jamais aller dans ces trucs-là. Okay, même chose, si je suis une protéine avec signal d'adressage, donc qui appartient au système endomembranaire, je ne pourrai jamais aller à ce niveau-là. Alors ici, vous allez me poser la question, comme ceux qui sont un peu, qui remarquent les choses. Ici, il y a marqué quoi? Phase cytosolique. OK. Mais phase cytosolique de quoi? La membrane plasmique et membrane d'enveloppe du système endomembranaire. Donc là, vous me dites, bon, bah, c'est un peu contradictoire avec ce qu'il vient de dire Dan, puisque ça fait partie du système endomembranaire. Mais regardez le mot magique, c'est ici, effectivement, phase cytosolique. Ça veut dire quoi, phase cytosolique? Je pense que dans le chapitre 8, on le voit pas mal. Ici, dans les premiers schémas, voilà. Juste, vous comprenez bien. Ici, on a un RE. Là, on a une vésicule. Et là, on a une membrane plasmique. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. D'accord?
Ça, la protéine qui est ici, là, hop, 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 et qui revient ici, elle fait partie de la membrane plasmique. Ok, elle est dans la membrane plasmique. Cette protéine qui est ici, la noire, qui n'a pas de contact avec la membrane plasmique, elle appartient à la matrice extracellulaire. Donc j'espère que tout le monde maintenant a compris, avec les audios, avec ce que je viens de dire aujourd'hui, que ces protéines-là et cette protéine-là font partie du même clan, qui est système endomembranaire. Ces protéines-là, on les retrouve ici. OK? Et juste ça, c'est très important, vous le notez en rouge, c'est que la lumière d'un compartiment, donc la lumière, c'est l'intérieur du compartiment, donc la lumière d'un compartiment, c'est l'équivalent de la matrice extracellulaire. Donc en gros, la matrice extracellulaire ici que vous voyez ici, c'est égal à la lumière. Ok, donc ça veut dire quoi? C'est que tout ce qui va être ici, donc ici quand vous voyez cette protéine périphérique qui est à l'intérieur, eh ben à la fin de l'histoire, elle va se retrouver ici à l'extérieur, puisque ça, c'est égal à ça. Ok, donc ne me demandez pas d'explication philosophique de ça. Ok, c'est un fait, c'est un constat que l'on fait, c'est que la composition de ce milieu-là est le même que la matrice extracellulaire. D'accord? Donc ça, alors je répète, cette protéine-là transmembranaire, elle était là. Cette protéine-là extracellulaire, ben, c'est celle-ci ici, qui est extracellulaire. Et enfin, c'est pour ça que je vous ai fait montrer ce schéma. Et cette protéine-là, elle est intracellulaire. Elle ne touche pas la membrane. Donc, elle ne fait pas partie du système endomembranaire. Elle fait partie du cytosol. Et donc, ça veut dire que, et donc, on la retrouve ici. On la retrouve ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette protéine, je reviens, cette protéine, vous la gardez en tête, elle fait partie de la face cytosolique de la membrane plasmique, mais elle ne fait pas partie du système endomembranaire. Okay, elle fait partie de la face cytosolique. Et ça, moi, j'aime bien l'exprimer en tant que, pour ceux qui aiment bien les animaux, pour les requins, okay, qui ont tout autour d'eux des poissons pilotes. Okay, c'est des poissons qui les dirigent, qui peuvent même les nettoyer. Mais en tout cas, les poissons pilotes, ils peuvent manger les choses sur le requin d'ailleurs. Ces poissons pilotes ne font pas partie du requin, c'est pas le requin, mais ils sont en périphérie du requin. C'est ça en fait l'explication pourquoi il y a dans ce côté de la cytosolique, il y a le système endomembranaire. C'est juste c'est sur la face cytosolique, ça c'était le mot magique. Et puis le reste ici, comme je l'ai dit, le reste du non-système endomembranaire est ici. Okay, donc soit on fait partie de ce clan, soit on fait partie de ce clan. D'accord? Donc après, il y a d'autres détails très importants, mais ça fait partie des choses vraiment, vraiment fondamentales. Donc bien évidemment hein, que ce cours-là, l'objectif aussi que de votre cours, c'est aussi que vous les revoyez. Et chaque cours que je donne en BioC, si vous ne les revoyez pas, ça ne va pas du tout. Ok? Ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est très important. Donc ici, vous voyez, vous comprenez mieux ce schéma dans le sens où vous comprenez bien que ici, tout va se jouer ici. Ben, soit, alors oui, je continue sur ce schéma, mais soit en gros, la protéine va rester au ribosome qui va devenir toujours cytosolique, le ribosome, il restera cytosolique, c'est ce qu'on appelle des ribosomes libres, ok? Des ribosomes cytosoliques. Soit le ribosome va faire en sorte que la protéine et le ribosome vont, et l'acide messager vont aller où? Vers le RE. C'est pour ça qu'on appelle ribosome associé au RE. Ok? Donc, on va avoir deux types de ribosomes, soit des libres, soit des associés au RE. Ok? Ça, c'est une première chose très importante. Donc, si je suis un ribosome associé au RE, finalement, je suis un ribosome qui va permettre à la protéine, ok, d'être dans le clan réticulum endoplasmique, système endomembranaire. Ok? Et si je suis un ribosome libre, je vais donner naissance à une protéine qui restera dans le cytosol ou qui va même ici aller ici, ça ne m'embête pas. Ok, mais ça sera un ribosome libre. Ok. Enfin, dernière chose à savoir sur ce schéma qui n'est pas mis, mais je veux bien que vous compreniez, c'est qu'il y a un flux qui s'appelle le flux vectoriel membranaire et permanent, que j'ai dit dans les audios. C'est quoi ce flux vectoriel membranaire et permanent? C'est
le flux justement de protéines à travers les vésicules qui vont passer d'abord par le RE, première étape. Deuxième étape, Golgi. Troisième étape, le reste du système endomembranaire. Okay, donc, en gros, à chaque fois que vous voyez RE, Golgi, système endomembranaire, comme toute protéine, en tout cas le reste de la cellule, comme toute protéine qui fait partie de ce clan-là, elle va forcément passer par ce flux. Okay, donc, en gros, maintenant que vous savez ça, ici, bien évidemment, comme je dis, que tous les schémas que je fais, il faut que vous le regardiez avec le cours en question. Donc là, c'est dans le chapitre, vous mettez, donc c'est dans le chapitre 4 qui est sur le groupe, et je crois que j'ai mis aussi sur le site, chapitre 2 du chapitre 4, figure 2 du chapitre 4, vous avez tout ce que je vous ai dit, peut-être en plus concis, mais tout ce que je vous ai dit. Ici, donc quand on parle d'ici, par exemple, je vous dis, et ça on va faire un jeu, cette protéine-là, elle est extracellulaire. Alors je vais vous faire participer. Cette protéine-là qui est extracellulaire a été synthétisée à partir de ribosomes associés au RE. Vrai ou faux? Vous pouvez désactiver votre micro hein, pour ceux qui veulent. Allez. Moi, je pense que c'est faux. Alors, qui a dit c'est faux? Moi. D'accord. Donc ici, cette protéine, je répète la question, cette protéine de la matrice extracellulaire, ok, a été synthétisée par des ribosomes associés à RE, tu as dit que c'est faux. Donc on revient à notre… C'est vrai, c'est vrai. Pardon? Pardon, c'est vrai, excuse-moi. Ah. Parce que la matrice extracellulaire, elle fait partie du système endomembranaire. Voilà, très bien. Ok. Donc ici, je suis une protéine pareille de la membrane plasmique. Je pose la question, cette protéine de la membrane plasmique a été synthétisée à partir de ribosomes libres. Vrai ou faux? Allez, mouillez-vous les autres. Faux. Faux. Puisque cette protéine-là de la membrane plasmique, elle fait partie du système elle fait partie du système endomembranaire. Donc, elle va être synthétisée à partir de ribosomes associés au RE. Okay. Dernière question. Est-ce que cette protéine-là, qui est cytosolique, a emprunté et passé une fois par le Golgi dans sa construction? Ah non. Non. Faux. Puisque Non. ici, c'est une protéine qui est passée ici par le cytosol toute sa vie. Okay, donc, c'est une protéine forcément qui était dans le cytosol. Elle n'est jamais rentrée ni par le RE, ni par le Golgi. Sachant que, bon, ça, je ne sais pas si vous le savez bien, mais le Golgi, l'objectif du Golgi, c'est de permettre la maturation d'une protéine. Donc, quand une protéine rentre dans le Golgi, c'est pour se faire maturer. Et donc, dans le cytosol, il y aura d'autres façons de créer une maturation de la protéine. Ok, donc ça, voilà, ça c'est le genre de schéma. Je vous ai mis des QCM en plus dessus. C'est des schémas évidemment qui tombent, faciles, hein, mais qui peuvent tomber. Ok, et ça, évidemment, on le reverra au fur et à mesure. Voilà, dans ce chapitre 1, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas énormément de choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans ce schéma. Ça, c'est un peu à vous à le voir. C'est important, mais moi, ça me saoule un peu. Ce qui va être pour moi aussi ce que je voulais voir, c'est pas ce que je voulais voir avec vous. Il y a aussi quelque chose que je voulais voir avec vous dans ce chapitre 1, et c'est vraiment, je veux faire de la méthodologie aujourd'hui, c'était plus de la méthodologie qu'autre chose. C'est le nerf de la bio-C, la chose la plus importante en bio-C, c'est d'arriver, alors je ne dis pas que c'est facile, et je pense que ça prend du temps, c'est d'arriver à faire le lien entre les schémas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au début, je pense que c'est la difficulté principale, c'est d'arriver à faire le lien entre les schémas. Alors, je vous explique, que vous comprenez bien. Un schéma de bio-C, c'est jamais tout seul. Okay, c'est-à-dire qu'il y a des schémas qu'on revoit que dans un chapitre et qu'on ne revoit plus des notions. Ça existe. Mais la plupart des schémas, il y a toujours une référence quelque part d'autre. Alors, on va prendre un exemple aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose que vous pouvez arriver à faire aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je vais parler de ce schéma et je vais vous donner une application
sur le chapitre 5. OK? Donc, sur ce schéma-là, en question, on a une différence entre apoptose et nécrose. Alors, c'est très facile. Hein. Apoptose, je suis en train de parler, et ben, moi, j'ai des cellules qui se détruisent. C'est normal, il y a un renouvellement sans cesse de cellules. Bon. Donc, une cellule, ben, au bout d'un moment, elle est née, elle meurt. Bon, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Vous ne voyez pas que ni je saigne, ni rien du tout. Une nécrose, ben, je tombe dans la rue, je me fais mal, j'ai une inflammation, je saigne, j'ai une réaction inflammatoire, c'est ce qu'on appelle la nécrose. Bon. Et en fait, c'est deux phénomènes qui sont complètement différents. Ça veut dire quoi qu'ils sont complètement différents? C'est qu'ils subissent pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes règles, il n'y a pas les mêmes fonctionnements. Et en fait, vous pouvez, alors ça vous notez, mais ça, a priori, je l'ai mis dans les cours. Alors voilà, juste, on va refaire le travail. Vous êtes seul, vous devez apprendre ce schéma. Vous n'avez pas le texte. Moi, je vais faire le texte. Mais je veux que pendant encore une fois 1 minute, vous vous concentrez pour voir en détail la différence entre les deux. Allez, je vous laisse 1 minute. Donc, chapitre 1, figure 16, pour ceux qui... Ok, donc là, vous voyez quoi? Vous voyez simplement que la différence, vous voyez que c'est beaucoup plus structuré l'apoptose. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une apoptose, il faut forcément qu'il y ait un signal. Il faut forcément qu'il y ait un signal, il faut qu'il y ait quelque chose, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une condensation de la chromatine. Chromatine, c'est l'ADN. OK? Alors, ça, c'est important. Alors, regardez, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais montré aux étudiants, mais bon, je vous le montre à vous. C'est en exclusivité pour vous, pour les, combien on est? Pour les 18 étudiants. Alors, je vais vous montrer quelque chose, un secret. Il faut le répéter à personne. Hein. Non, je plaisante. Alors, regardez. Voilà. Ça, c'est du chapitre 9. Alors, je sais pas, moi, j'ai l'écran là de Zoom. Je le mets là. Je sais pas si vous le voyez, vous. Alors, regardez. Ça, c'est l'ADN. Bon. Bon, l'ADN, ici, en double brin, circulaire, normal. Bon. La question que peut-être vous vous êtes posée, peut-être que vous ne vous êtes pas posée, c'est comment on fait une transcription, en fait. Comment on passe d'un ADN à un ARN. Bon, ça, vous le verrez surtout en UE1, mais juste comprenez que comment ça se passe, c'est que ici, entre les boucles, va se fixer ce qu'on appelle des ARN polymérases. Alors, c'est quoi un ARN polymérase? C'est ce qui va permettre la fabrication de l'ARN. Il va polymériser l'ARN. Okay. Donc, en gros, c'est une petite protéine qui va se mettre ici et qui va permettre de développer l'ARN simple brin. On ne le voit pas ici. Et en fait, l'ADN, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'ADN, des fois, il est actif, des fois, il est non actif. Ça veut dire quoi? Des fois, il est apte à faire en sorte que l'ARN polymérase se fixe. Ok, comme ici, il y a de l'espace. Vous voyez qu'il y a de l'espace là pour que ça rentre. Et des fois, il est très très condensé. Et donc, vous comprenez très bien que si c'est très très condensé, ben, l'ARN polymérase ne peut plus se fixer. Elle n'a plus d'espace pour pouvoir se fixer. Et quand l'ARN polymérase ne peut pas se fixer, donc il n'y a plus de synthèse d'ARN. Et donc, il n'y a plus de synthèse de protéines. Et donc, si la cellule n'a plus de synthèse de protéines, elle meurt. OK? Donc, il y a des moments dans la cellule où donc l'ADN est non actif. Okay, durant la mitose, par exemple, vous connaissez bien les différentes phases. Alors ça, c'est par exemple quelque chose qu'il faut que vous appreniez dans le chapitre 1. On le reverra, mais dans le chapitre 1, il y a une partie sur tout ce qui est mitose, cycle cellulaire. Ça, il faut l'apprendre. Okay, donc, je vous laisse c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. C'est important à le savoir.
Mais ici, par exemple, on peut avoir dans une miteuse, il n'y a plus de synthèse de protéines, mais c'est temporaire. Ici, ok, je reviens à mon schéma. Donc, vous voyez le lien. Alors, encore une fois, là, c'est un lien d'explication, mais c'est la même chose au fond. Ici, ça veut dire quoi qu'il y ait une condensation de la chromatine. Ok, bah, ça veut dire que l'ADN va tellement être condensé que l'ARN polymérase ne peut plus se fixer. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui se passe dans la cellule. Donc, c'est un mauvais pressentiment, bien évidemment. Puis, après hydrolyse de l'ADN, l'ADN va complètement s'hydrolyser. Deuxième phénomène que vous allez avoir, c'est rupture des mitochondries. Okay, alors, on ne sait pas pourquoi, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Il y a un moment dans les mitochondries, elles vont exploser. Okay, bon, ça, c'est quelque chose aussi que vous allez voir et qui est important. On va le voir de suite. Pourquoi les mitochondries, elles rompent. Okay, et enfin, le troisième phénomène important, c'est qu'il y a une activation de la protéase cytosolique. Okay, alors ici, vous pouvez le noter dès à présent, ça s'appelle la caspase. Okay, donc la caspase, c'est la protéase cytosique responsable de l'hydrolyse, en tout cas de l'apoptose. Okay, donc là, c'est pareil. Donc là, je vais vous dire, alors, quand vous voyez ce schéma-là, okay, donc juste à la fin, il va y avoir de fragmentation de la cellule. Et ici, il y a le macrophage, qui est comme un lysosome géant, le macrophage, qui va faire en sorte de bouffer la cellule, okay, de manger cette partie cellulaire, et il n'y a pas de réaction inflammatoire. Okay, ben, c'est le cycle de la vie. Okay, juste ici, quand vous voyez ce schéma-là, quand vous aurez vu le chapitre 5, alors voilà, j'y suis, ça va vous faire penser à la mitochondrie et à la figure, me semble-t-il, 10 ou 11 de la mitochondrie. Il me semble, hein, je peux me tromper, mais il me semble que c'est pas loin. Alors. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ils ont tous fait ça, les autres. Hein, donc, voilà, 10, vous voyez un peu la mémoire. Voilà. Donc ici, on est dans une mitochondrie. Okay, voilà, on est dans la cellule, on est dans la mitochondrie, on a fait un zoom. On a fait un zoom au niveau de la mitochondrie. Vous savez que la mitochondrie, elle a deux membranes, une interne et une externe. Donc ici c'est le cytosol, ici c'est la matrice de la mitochondrie, et ici c'est l'espace intermembranaire. Bon, on a fait un zoom, et qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsqu'il y a une apoptose, il va y avoir libération d'une procaspase. Alors, une procaspase, c'est toujours un précurseur de, donc précurseur de caspase. On va libérer des protons H+, on va libérer ce qu'on appelle un cysochrome C, et des molécules apoptogènes. Et en gros, ça va sortir par ce qu'on appelle un mégacanal, okay, sortir par un mégacanal, et ici, la procaspase va devenir caspase, grâce au H+, au calcium et au cysochrome C. Okay, donc, la procaspase va devenir caspase, okay, car et donc ça va aboutir à l'apoptose. Ça, c'est ce genre de lien que je veux qu'à tout prix vous arriviez à faire entre, par exemple, ce schéma-là, où vous voyez qu'il y a une rupture de mitochondrie, donc ici, hop, rupture des mitochondries, ok, et l'activation de la fameuse protéase cytosolique qu'on appelle la caspase, qui dormait dans l'espace intermembranaire et qui permettait, excusez-moi, de sortir vers le cytosol pour permettre l'apoptose. Okay, donc pareil, hein, donc c'était chapitre 5, figure 10. À vous d'être assez grand pour dire, bon, il a parlé de ce schéma-là, je vais le voir, ok, je vais voir tout ce qui a marqué. Et vous voyez qu'il y a la plupart des choses que je vous ai dit est notée ici. D'accord? Donc ça fait partie aussi de la méthodologie de travail, de savoir exactement comment on fait pour arriver à faire le lien. Et ça, ce genre de lien, je ne suis pas en train de dire que vous pouvez le faire de suite. C'est au bout de la 3 ou 4e fois où vous voyez un schéma, ben, au bout d'un moment, vous allez avoir des automatismes. Et juste un secret aussi, chaque lien que vous arrivez à faire avec un schéma, il faut que vous le notiez ici. C'est-à-dire que là, il faut avoir l'intelligence, par exemple, sur ce schéma, de dire référence, ici, chapitre 5, figure 10. Pour qu'à chaque fois que vous allez le voir, ça va vous faire tilt.
ok, et vous allez directement le voir sans réfléchir, sans rien. D'accord? Donc, ben voilà, oui, en plus, je l'avais mis là. Donc, bon, je vous ai fait directement le lien, mais c'est juste pour que ici, vous compreniez l'histoire. Euh, alors, il y a une dernière chose que je voulais vous dire aussi aujourd'hui. Euh, Est-ce que déjà, il y a des gens, mis à part à ce que j'ai dit, hein, qui avaient des questions plus générales ou même sur un petit truc précis? Dites-moi, il me reste même pas 10 minutes. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez voir avant que moi, je vais dire des choses, hein, mais dites-moi vous. Moi, j'avais une question. Oui, 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 vas-y, je t'écoute, Emma. C'était juste pour savoir si est-ce que vous nous conseillez de faire des fiches sur les schémas? Alors, je vous explique, je t'explique et je vous explique à tous. Les fiches, euh, les fiches, c'est important. Pendant l'année de première année, je ne conseille pas de faire des fiches à part sur certains schémas. Moi, déjà, je vais vous donner toutes les fiches qui sont importantes, Emma. Donc, alors, je ne sais pas si tu les as eues parce que tu es venu peut-être un peu tard, mais les fiches, j'en donne régulièrement. Donc, il ne faut pas non plus trop te perdre. Donner une fiche, ça peut être bien que dans un cas où vraiment il y a quelque chose que tu n'arrives pas à retenir. Maintenant, la plupart des fiches qui sont importantes, je vous les fournis. Mais pendant l'année, tu n'auras jamais le temps de le faire. Donc là, aujourd'hui, je suis un peu ouvert. S'il y a des choses que tu ne maîtrises pas trop, sur lesquelles tu aimerais t'aider pour faire en sorte de retenir, parce que tu as du temps aujourd'hui, mais il ne faut pas y compter l'année prochaine. Tu n'auras pas le temps. Donc, toutes les fiches sur lesquelles tu veux faire, tu aimes même faire ça et que tu fonctionnes avec ça, je suis d'accord. Mais après, le reste, tu n'auras pas trop le temps de le faire, donc ne perds pas trop ton temps non plus. Le schéma est ta fiche. Okay. Moi, à chaque fin de cours, je vous envoie un résumé de cours. Donc, bon, là, je ne vais pas le faire parce que c'est quelque chose que, oui, je vous ai donné en plus, hein, les schémas, les résumés. Donc, je ne vais pas le faire là aujourd'hui parce qu'on a fait un truc de méthode, mais à chaque cours, il y a une fiche résumée. Mais voilà, moi, je ne le conseille pas tellement pendant l'année, même pas du tout. Mais maintenant, sur certains points, tu peux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi aussi, j'avais une petite question, juste au niveau de la logique du cheminement, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Oui. En gros, c'est bien le RE qui va envoyer des protéines à la mitochondrie et qui ensuite, du coup, va libérer. Attends. Tu t'es trompé là. Le Ah RE, oui, il non, envoie des protéines à oui, qui? oui, pas du tout, pas du tout. Enfin, il est dans la mitochondrie, mais qui va l'envoyer du coup à la cellule qui va libérer les autres protéines qui vont être responsables de l'apoptose. Mais qu'est-ce qui déclenche le RE? Enfin, comment il se déclenche en fait? Alors, attends, tu as parlé du RE? Oui. Non. Mais c'est pas lui qui envoie le CA2+. Alors, ici, alors justement, il faut bien que tu saisisses bien l'histoire. C'est que j'ai pas du tout parlé de RE. Et là, pour le coup, le RE n'intervient pas. Le REG n'intervient pas. Ce qui va intervenir, c'est juste la mitochondrie, ok, ici dans ce cas-là. Donc la mitochondrie qui rompt, ok. Et en fait, c'est dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie où il va avoir la procaspase qui va sortir, ok, et qui va justement faire en sorte que la caspase soit activée. ok. Donc, c'est le signal, il y a un signal, ok, intra ou extracellulaire, qui va permettre l'ouverture de ce canal et qui va libérer ces procaspases. Okay, et qui vont devenir des caspases et qui vont générer l'apoptose. Donc ici, juste que je veux pas qu'il y ait de confusion, il n'y a en aucun cas ici, on ne parle pas de RE du tout. Okay, on n'est pas dans le cheminement du RE. Est-ce que tu entends ce que je dis? Oui, oui, d'accord, ok. Non, et du coup, Ouais. j'essaie de. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose importante dans ce schéma à bien comprendre et de manière générale, c'est que vraiment séparer le RE, ok, qui va avoir ses propres fonctionnements et le reste, quoi. Le reste, ben, ça va être compliqué de faire communiquer le RE et la mitochondrie. Ça existe, mais c'est pas, c'est assez rare. Ok. Euh, il y a aussi quelque chose aussi, donc je voulais montrer, et ça doit faire partie
de votre exercice quotidien. Quand vous voyez une protéine, là je vous montre la figure 2 du chapitre 2, quand vous voyez une protéine, vous devez maintenant connaître son histoire. Ok? Quand vous voyez ici une protéine qui est ici, elle a un domaine transmembranaire. Ok? Bon, bah, elle a un domaine transmembranaire, très bien. Vous connaissez son histoire. À partir de l'ARN messager, il y a eu un peptide signal qui l'a amené vers le RE, puis elle est passée du RE vers le Golgi, puis du Golgi, elle est allée directement à la membrane plasmique via des vésicules et elle a atterri ici au niveau de la membrane plasmique. Ok? Donc, c'est le flux vecteur des membranaires permanent, c'est le peptide signal, c'est le ribosome associé RE, c'est tout ça. Okay, c'est l'équipe en vert en fait. Vous voyez ici, donc ici même une protéine extracellulaire. Et ici, il y a la cavéoline. Okay, donc pareil, hein, je vous ai mis normalement dans les introductions du cours, j'ai été très clair sur ces sujets-là de cavéoline, pas cavéoline. Je vais y revenir. Mais voilà, c'est pas aujourd'hui que je vais parler de ça, on y reviendra. Pareil, ici, la protéine qui est périphérique, cytosolique, et ici, c'est une protéine G. Alors, juste aussi, ça aussi, je fais un petit récap. Une protéine G, pour que ça soit clair pour tout le monde, une protéine G, c'est une protéine qui est cytosolique. Ça, c'est sa définition. Là aussi, hein, je fais une mini-parenthèse. À chaque fois que vous avez une protéine cytosolique, ça veut dire qu'elle a été synthétisée par des ribosomes libres. Okay, donc ici, la particularité de la protéine G, c'est qu'elle a un ancrage temporaire à la membrane plasmique, mais pas directement, via un acide gras. À la limite, ce schéma où on voit qu'elle touche un peu, il est un peu faux. Okay, donc, elle n'a pas de contact avec la membrane plasmique, mais elle peut, si elle est activée, et ça, c'est le chapitre 4, vous pouvez le regarder, hein, figure 19 du chapitre 4, vous pouvez le noter, où on vous montre bien le cycle d'une protéine G qui va aller justement sur la membrane plasmique. Okay, donc ça fait partie des protéines cytosoliques. Donc, ribosome libre, pas passé par le RE, pas de peptide signal, et elle est restée dans le cytosol. D'accord. Et ça, c'est le poisson pilote dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, voilà. Donc c'est pour ça que à chaque schéma, vous devez absolument avoir la connaissance de l'histoire de la protéine, par où elle est passée, comment elle est passée. Et ça, c'est vraiment très très important de bien avoir les idées claires sur ça. Est-ce que vous avez des questions? Évidemment, moi je pourrais parler 3 heures, hein, ce n'était pas l'objectif d'aujourd'hui, c'était mais ça ne m'embêtera pas de faire plusieurs remises à jour comme ça régulièrement, hein, si vous me le demandez. Moi je le fais, ça me prend 3/4 d'heure et ça remet les idées en place. Sachant que demain vous avez du bol. Demain, je fais vraiment un cours. Alors, je vais faire le chapitre 6 qui va me prendre en tout 10 minutes, mais je vais faire beaucoup de révisions. Donc, à vous maintenant, quand vous savez ça, de bien voir pour demain le chapitre 2 avec mes audios et le cours sur le chapitre 2, sur la fin du chapitre 2. Donc, je veux que le chapitre 2, vous ayez vu au moins tout ce que j'ai dit sur le chapitre 2. Déjà, ça sera pas mal pour demain. Et après, il faut que votre objectif sur les… je ne sais pas combien on est, 17, 18, il y a 19 même, sur la vingtaine d'étudiants qui sont aujourd'hui, qui ont eu un peu de difficulté en BioC depuis le début, je veux que d'ici la semaine prochaine, vous soyez tous à jour. C'est-à-dire la semaine prochaine, je vais commencer le cytosquelette. Ok, donc mercredi, pas ce mercredi, mais l'autre mercredi, on va commencer le chapitre 7. Donc il faut que jusqu'à mercredi prochain, vous ayez vu au moins une fois, voire même un peu plus, tous les schémas et tous les chapitres dont j'ai parlé. N'allez pas comme des cow-boys en regardant tout seul les schémas et les cours. Prenez mes audios, prenez mes cours sur YouTube, prenez mes cours où on avance tranquillement ensemble. Moi, je ne suis pas pressé, mais juste essayez bien évidemment de revoir tout ça parce que c'est chaque fois une suite par rapport à ce qu'on voit avant. Donc, demain, révision. Donc, vraiment essayer
de savoir le maximum de choses pour être le plus à même de pouvoir suivre demain. Et comme ça, vous avez toute la semaine prochaine avec la possibilité de pouvoir le travailler, le retravailler, le retravailler sur tout ce que je vous ai dit. Encore une fois, ne travaillez pas tout seul. Utilisez mes audios et mes vidéos justement pour suivre avec moi les choses parce que je vais vraiment pas dans tous les sens, je vais vraiment très lentement et très tranquillement avec vous. Donc, vous suivrez, vous pouvez suivre sans problème. D'accord? Donc, ce que je vous demande demain en priorité, c'est vraiment de bien comprendre les notions de cavéoline, de clatrine et des exocytoses avec cavéoline, exocytoses avec clatrine. Tout ce qui est donc revêtement. Ça, pour moi, c'est très important. Il faut vraiment que vous le sachiez, vous le maîtrisiez pour pouvoir avancer maintenant un peu plus sérieusement en VEC. D'accord? Il y a des questions là? Dites-moi, hein, on profitez, on n'est pas nombreux. Je peux pas, c'est pas toutes les fois où on peut se permettre. Vous pouvez m'appeler, bien évidemment, mais Moi, j'ai une question sur le phénomène de polarisation fonctionnelle. J'ai pas trop bien compris ce schéma. de polarisation fonctionnelle? Ouais. Ah, tu Oui. m'as appris un mot là. Alors, polarisation, je connais. Alors, où tu as vu ça? Dans le chapitre 2. Attendez, je vais regarder. Polymérisation, peut-être? Oui, c'est possible. Alors, ça, on va le voir demain, ça. La polymérisation, en fait, tu parles peut-être du cytosquelette. C'est peut-être ça dont tu parles. Ce schéma-là, je veux que pour demain, vous essayez de le comprendre au mieux que vous pouvez. Okay, c'est un schéma qui est très important. Alors, ce n'est pas tellement ce schéma-là qui est… Ça, c'est sur les protéines G. Il y a un autre schéma dans le chapitre 4 qui est la figure 17 du chapitre 4. Je pense que tout est sur le site. Peut-être qu'il manque le chapitre 4, je vais le mettre. Mais je veux que ce schéma-là, vous arriviez à bien le maîtriser. D'accord? Donc voilà. Donc là, demain, notez toutes les questions que vous voulez poser. On va faire 1h15 vraiment de bonne révision. On va tout revoir, tout bien voir les notions les plus importantes. Et n'hésitez pas demain à me poser des questions. Vous le notez ou même vous m'envoyez par message des questions. Moi, je le note et j'essaie de vous répondre demain, de faire un petit zap sur tout ce que vous m'aurez posé comme question. Juste, il y a un truc que j'ai pas compris sur ce que tu as expliqué dans la figure 2 du chapitre 4 avec le ribosome et l'ARN messager. Alors, chapitre 2, c'est quoi? Figure quoi? La figure 2, chapitre 4, Ouais. quand tu as parlé de la phase cytosolique avec la membrane plasmique qui est présente alors qu'on est dans le côté… Ouais. Moi, j'ai pas très bien compris. Alors, c'est très simple. Déjà, est-ce que la question, tu l'as? La question, elle est très simple. Elle dit que si la protéine, elle est dans le cytosol, ici, elle n'a pas de signal d'adressage, elle n'a rien à faire au niveau du système endomembranaire. Est-ce que déjà, ça, tu es d'accord? Ouais. Très bien, premièrement. Donc, pour répondre à cette question, c'est très simple. C'est que le mot magique pour résoudre ce problème, c'est qu'il y a marqué phase cytosolique. C'est-à-dire qu'une protéine, alors on va le voir ici dans le chapitre 2, une protéine qui est ici, tu la vois ici, là, dans le chapitre 2, Ouais. cette protéine-là, tu es d'accord qu'elle ne fait pas partie du système endomembranaire, elle ne fait pas partie de la membrane plasmique, elle est cytosolique. Pourtant, elle est donc sur la face cytosolique de la membrane plasmique. C'est-à-dire qu'elle est très proche de la membrane plasmique. Elle ne fait pas partie de la membrane plasmique, donc elle ne fait pas partie du système endomembranaire, mais elle est en périphérie de cette membrane plasmique. C'est pour ça que ici, on te dit simplement que ici, on peut avoir une protéine cytosolique qui est sur cette face cytosolique de l'enveloppe nucléaire ou de la membrane plasmique ou du lysosome ou du RE ou du Golgi ou peu importe ce que tu veux du système endomembranaire. Okay, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de poisson pilote, parce que le poisson pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans le sillage du requin, okay, mais il ne fait jamais partie du requin. Ce n'est pas le requin, le poisson pilote. Mais il reste à proximité du requin. Mais c'est ça qu'on dit, que quand il y a marqué phase cytosolique, c'est qu'il reste à proximité de ce système endomembranaire. Okay, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, ça répond à ma question. Ah, c'est parfait alors. OK, donc je finis le partage. Hop, je finis le partage. Attendez, juste, je vois ici. Arrêtez.
Voilà. Donc, vraiment, je rigole pas. Vous faites en sorte demain, ok, de maintenant jusqu'à demain, je vais tout noter. Vous m'envoyez les questions, les sujets que vous aimeriez aborder, ok, vraiment des choses que vous aimeriez aborder demain parce que je vais faire un tour d'horizon, une révision générale en BioC. Vous notez tout ça et vous faites surtout en sorte que demain, moi je le note et qu'on essaye de voir toutes ces notions-là. D'accord? Merci beaucoup. Ok. Allez, bon courage.